On va regarder un peu toutes les maths reliées au MP3. Donc il y a déjà transformé de Fourier. Voilà. Je vais ouvrir tout et on va regarder après. Transformé de Fourier. Regarde. Voilà, il y a celle-là. Il y a celle-là. Voilà. Bon, on va commencer par celle-là. Donc les séries de Fourier. Donc les séries de Fourier sont un outil fondamental dans l'étude des fonctions périodiques. Donc les fonctions périodiques, ben, c'est des fonctions qui se répètent dans le temps, indéfiniment. Et donc le but c'est de prendre, par exemple, vous voyez ici on a une onde carrée comme ça en bleu. Donc elle est périodique parce qu'elle se répète. Elle se répète indéfiniment en plus. Donc elle continue à l'infini. Et le but c'est de trouver comment reconstituer cette onde à partir de sinusoïdes en fait. Donc on prend une fondamentale ici qui a la même fréquence, une sinusoïde qui a la même fréquence que que l'onde périodique. Puis on va lui rajouter des harmoniques. Des harmoniques, c'est des ondes de fréquence multiples de cette fréquence. x2, x3, x4. Et on lui ajoute donc c'est toujours des ondes sinusoïdales avec des amplitudes qui peuvent être différentes et des positions aussi. Donc ça veut dire les amplitudes c'est la hauteur ici et les phases c'est le décalage ici. Donc et voilà, donc on ajoute. Ici on ajoute encore une onde. Ici on en ajoute encore une et encore une. Et à la fin on obtient un signal qui ressemble au signal carré de base. Donc les séries de Fourier c'est des outils mathématiques pour retrouver quelles sont ces ondes justement sinusoïdales. Donc comment décomposer un signal périodique, une fonction périodique en sinusoïde, en somme de sinusoïdes. Voilà. Et la formule, elle est ici. En gros. Donc on part de moins l'infini à plus l'infini. Et on somme ça. C'est une somme de moins l'infini à plus l'infini. Avec Cn, F qui sont les coefficients de Fourier. Et ici, on a donc... en gros, ça c'est la formule de l'air. EI. Avec une valeur qui est en fait un angle. Du pi, ben, c'est le cercle complet. Et on a n sur t fois x. Donc n sur t, en gros, c'est quoi? C'est une fraction du cercle complet. Défini par... donc on divise la fonction t périodique justement en période t. Donc le cercle on le divise en période t. Et on prend, on va dire, par exemple, si par exemple la fonction elle est en... Le t vaut 10, bon on divise le cercle en 10 et on prend la valeur à 0, la valeur à 1, 2, 3 jusqu'à 9.
Donc on divise le cercle en 10 et on prend la valeur à 0, 1, 2 jusqu'à 9. Avec les coefficients de Fourier qui valent donc l'inverse de cette fonction, je pense. ft. Donc c'est une intégrale, euh, une moyenne, puisqu'on divise par la période t. Et en gros, on applique plus ou moins le même. Il s'agit d'une somme infinie, c'est-à-dire une limite de somme finie. Voilà. Bon, donc je vous préviens déjà à l'avance, je suis pas mathématicien, donc faut prendre ce que je dis avec des pincettes, mais bon, c'est plus ou moins ce que je vois. Euh, donc ça c'est pour, en fait, ça c'est pour une fonction périodique. Puis il y a la transformation de Fourier. Donc ça, c'est exactement le même, mais c'est pour les fonctions non périodiques. Voilà. Donc c'est en gros une amélioration, enfin une extension des séries de Fourier pour les fonctions non périodiques. On va voir. Donc ici, toujours plus ou moins la même formule. J'ai oublié de montrer la formule de l'air. La formule de l'air, c'est en fait c'est pour c'est une égalité mathématique qui veut dire que en fait cosinus de x plus i sinus x est égal à e exposant x. Donc vous avez la partie réelle, la partie imaginaire d'un nombre complexe. Et si vous prenez par exemple bien un angle phi et que vous restez donc sur le cercle, vous prenez un angle, vous tracez, ben, le cosinus c'est la partie en x, le sinus c'est la partie en y, vous voyez? Eh bien ça revient à dire que ce cosinus plus le i sinus, donc autrement dit ce vecteur là, c'est e i de x, enfin de phi quoi, parce qu'ici on a pris phi comme x, voilà. Donc, quand on disait tantôt E, I, 2pi, bah, 2pi, c'est quoi? C'est le phi. Donc, ça veut dire que c'est un angle de 2pi. Et ici, en trigonométrie, pi, c'est la moitié du cercle. Et 2pi, donc, c'est le cercle complet. Donc, pourquoi on fait 2pi? Parce qu'ainsi, on a le cercle complet. Et puis, on prend une fraction de ce cercle complet. Donc, par exemple, si on dit 1/10, eh ben, ça veut dire qu'on divise ce cercle entier en 10 parties, en 10 angles. Et on prend le premier angle. Là. On fait ça, en gros, 10 fois. Je vais vous expliquer après, enfin, ce que je pense, pourquoi on fait ça, pour redécouvrir les sinusoïdes. Faut qu'on comprenne pourquoi ça fonctionne. Euh, et sinon, on a toujours plus ou moins la même formule, hein, de une intégrale de moins plus l'infini, de f de x, i, avec sûrement l'angle x, dx pour la notation intégrale. Euh,
Enfin, on va pas trop s'intéresser à ça parce que c'est pas encore ce qu'on veut. Nous, en fait, ça c'est déjà un peu mieux parce que c'est pour une fonction non périodique parce que une musique c'est une onde, mais elle est non périodique, elle se répète pas à l'infini dans le temps. Donc ici on a déjà, on va dire, la possibilité d'analyser une fonction non périodique. Maintenant, le problème, comme je vous ai dit, c'est que nous, quand on traite un signal analogique dans un ordinateur, bah, il est converti en signal numérique. Donc c'est pas quelque chose de continu, c'est des points qu'on prend à des périodes données, et ça s'appelle donc des valeurs discrètes. Donc pour ça, on va utiliser la transformation de Fourier discrète. C'est exactement le même que la transformation de Fourier normale, sauf que c'est pour des valeurs discrètes. C'est pour traiter un signal numérique. Donc c'est constituer un équivalent discret pour un signal défini à partir d'un nombre fini d'échantillons, donc des points qu'on a pris sur une onde, de la transformation de Fourier qui elle est continue. Donc la transformation de Fourier classique, c'est pour traiter un signal analogique, et la transformation de Fourier discrète, donc TFD ou en anglais DFT, c'est pour un signal discret. Un signal échantillonné. Comme vous voyez ici, l'onde, en fait, elle est représentée par des points qui ont été pris à certains moments. La fréquence d'échantillonnage, comme on avait déjà vu. Donc c'est ces points qu'on va traiter avec la transformée de Fourier discrète pour avoir une analyse. Par exemple ici, vous voyez, on va essayer de le faire. On voit une onde ainsi qui était échantillonnée, qui est représentée par des points, mais on voit bien l'onde derrière. Et par exemple, on peut voir que la période, donc une période complète, c'est plus ou moins, je dirais 125 microsecondes. Donc c'est 1/8 de milliseconde, donc c'est 1/8 millième de seconde. 1/8 millième de seconde, ça veut dire une fréquence de 8000 Hz. Et on va voir ici, on est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est plutôt 6000 Hz. Vous voyez? Il veut dire qu'à cette fréquence-là, enfin je pense que c'est la fréquence, hein, et aussi à 60. C'était une fréquence 7812, on n'était pas loin. Par contre, je comprends pas, on devrait plutôt être vers les 8000 ici. Alors, enfin, 7800. Enfin, on verra. En tout cas, cette transformation de Fourier discrète, elle est où la formule? Ben là, elle est ici. Donc c'est la somme. Enfin, on va regarder de quoi on parle d'abord. On a un signal petit s de n échantillons, n majuscule échantillon. Donc par exemple, on peut prendre ici, je sais pas, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il était marqué ici sur combien il y avait d'échantillons. 64 échantillons. Ça veut dire qu'on a 64 points. On a pris 64 points pour représenter notre signal. Donc ici, n vaudra 64. Et donc la valeur, le petit s de 0, bah, c'est la valeur du point ici. Le petit s1, c'est la valeur du point là, la valeur du point là, et ainsi de suite, jusqu'à n-1, qui est la valeur de ce point-là. Et donc la transformation de Fourier de ça, donc de tous ces petits points, c'est le vecteur grand S 0, 1, tout ça. Donc en gros, ce sont des autres valeurs dans un tableau qui a la même taille que les échantillons, donc n aussi, défini par la formule ici. Donc on part de petit n égale à 0 jusqu'à n-1. Donc en fait, on parcourt tous les points. Ok, on parcourt tous les points. On fait une somme de ça. Et la somme de ça, c'est quoi? C'est on prend le petit point ici, le point, donc à la position 0, puis le point à la position 1, tout ça, et on lui multiplie E moins 2i pi kn sur n. Donc, le moins, c'est pour la convention, je pense. C'est juste pour savoir si on tourne ici dans le sens anti-horloger, qui c'est le sens par défaut, parce que si on augmente, si on passe on prend l'angle, allez,
on monte jusque pi ainsi, on part on part d'ici et on remonte, on va jusque là, jusque pi, puis on continue jusque du pi comme ça. Donc on va dans le sens anti-horlogique. Le fait de mettre un moins, ben, on part dans le sens horlogique en fait. On change juste le sens de rotation. Sinon ça change rien à part ça. Et donc moins 2pi, k. Pourquoi? Parce qu'on est en train de calculer la valeur du point k. Donc en gros, on fait une boucle aussi ici pour calculer tous les points. Vous voyez, on va calculer tous les points, enfin tous les coefficients, tous les coefficients correspondent à la transformation de Fourier discrète, quoi. Et ces coefficients, ils ont le même nombre enfin, le nombre de coefficients, c'est le même que le nombre de points. Donc on va faire aussi, en gros, on va parcourir ça n fois. Mais pour chaque point, pour chaque coefficient, pardon, on doit parcourir encore tous les points. Donc on fait la somme de tout ça, qui sont chaque fois donc un point qu'on prend et on lui multiplie. Donc moins 2i pi k n sur n. Donc on divise par n, comme je vous ai dit tantôt, pour avoir dans le cercle, on prend à chaque fois un angle qui est une partie, donc qui est en gros qu'on divise le cercle en n morceaux, et on prend la première la partie à l'endroit 0, à l'endroit 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à n, qui va arriver ici, donc jusqu'à 2pi. C'est pour ça qu'on divise par n et qu'on fait n ici, voilà. Et on multiplie par k, qui est en gros l'index du coefficient qu'on veut calculer. Et ça, donc tout ça, ça représente un nombre complexe, en gros. Et on lui multiplie la valeur du signal courant ici. Et tout ça, on les additionne. Et en gros, ce que je pense que ça fait, c'est pour ça qu'on retrouve les sinusoïdes. Je pense qu'il applique une sinusoïde, en gros, hein, à une fréquence donnée, qui évolue dans les boucles. Et on regarde le point courant, est-ce qu'il passe par cette sinusoïde? Est-ce que la sinusoïde le touche? Ou est-ce qu'elle est proche, tout ça? Et si oui, ben, il aura une valeur plus élevée. Sinon, il aura une valeur très faible. Et donc, quand on somme tout ça à la fin, eh ben, on voit si les points de cet échantillon sont corrélés fortement avec la sinusoïde qu'on lui a appliquée, la fréquence qu'on lui a appliquée. Si oui, ben, la somme sera très élevée. Sinon, si aucun point, aucun point ici ne passe par la sinusoïde qu'on lui a appliquée, une sinusoïde de 1 Hz, de 2 Hz, parce qu'on fait plusieurs fois. On fait X fréquences, on va dire. Enfin, N fréquences au total. Eh bien, si aucun des points ne touche n'est proche de cette fréquence-là, eh bien la somme sera très très basse. Si maintenant tous les points touchent cette fréquence vraiment précisément, ben, la somme sera très élevée. Et donc du coup, on sait dire, ah bah cette fréquence-là, elle se retrouve très très fortement dans le signal. Et là, la fréquence-là, elle est très très la somme est très très faible, donc elle se retrouve très 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 faiblement dans le signal. Donc elle n'existe pas dans le signal. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec ces valeurs-là qui veulent dire en gros, bah, à cette fréquence de 1 Hz, bah, y a rien. Il y a rien qui touche. Enfin, on fait une fréquence de 1 Hz ici, bah, il n'y a aucun des points qui touche ou qui s'approche de cette fréquence. Donc, on est très, très, très près de zéro. Par contre, à un moment donné, quand on arrive à la bonne fréquence, bah, là, on a tous les points qui touchent, donc on a une valeur très, très élevée. Donc, je pense que c'est ça que ça fait toute cette fonction, en fait. Tout ce calcul mathématique. Par contre, ce qu'il faut voir après, c'est quelle fréquence utiliser. Vous voyez qu'ici, par exemple, il utilise comme fréquence n sur n. Donc, on divise donc comme on a dit comment, le cercle en n parties, et chaque fois on prend, donc autrement dit, on prend des fréquences à ce niveau-là
Pourquoi? Parce que je pense que euh, on a besoin en fait si on a n points, on a besoin de n fréquences pour l'analyser. Et en plus, je pense qu'on a même besoin de n sur 2 parce qu'il y a une, justement, je pense que c'est ça on va regarder, mais Nyquist frequency, ouais. Je pense que c'est la fréquence selon laquelle on a besoin attendez. En fait, je pense que ça veut simplement dire que euh, on a besoin que de prendre que la moitié de la fréquence, en fait. Parce qu'après, les points se répètent. On va retomber sur la même chose. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Bon, après, j'en suis pas certain. Mais je pense que c'est ça. L'exemple ci-dessous peut laisser croire que la TFD, transformée de Fourier discrète, permet de calculer le spectre d'un signal continu, mais cela n'arrive que lorsque la fenêtre d'échantillonnage correspond à un multiple strictement supérieur à 2 fois la période du signal échantillonné. Dans ce cas, on a forcément évité le repliement du spectre. Euh, que la fenêtre d'échantillonnage correspond à un multiple strictement supérieur à 2 fois la période du signal échantillonné. Bon, je vous avoue, je suis pas sûr d'exactement de quoi on parle ici, mais bon. En gros, d'après la formule, ben, on prend n fréquences et donc on divise notre période complète en n fréquences et, euh, et on prend chaque fois la partie on teste à 0, à la fréquence 0, 1, enfin 1, à la fréquence le 1 sur n de cette fréquence, 2 sur n de cette fréquence, chaque fois ainsi, enfin de la période totale. Par exemple, si on a, on va dire, on va pas dire du pi, mais on va dire 360 degrés pour ici, on va dire 360 degrés. Et on a 10 échantillons, donc on divise 360 en 10, ça va être 36. Et au début, on commence à 0, puis on commence à 36, 72, 108, et ainsi de suite, jusque 360 moins 36, que 360 c'est 0. On arrive jusqu'ici à 324, hein, parce que 360 moins 36 c'est 324, et c'est la dernière truc qu'on teste. Donc on fait comme ça. Si on en avait 20 échantillons, bah, à la place de 36, c'est 18. Parce qu'on doit diviser 360 en 20. Chaque fois ainsi. Et apparemment, en faisant ça, c'est suffisant pour tester ces fréquences-là, pour savoir si le signal sont dans ces fréquences ou pas. On n'a pas besoin de tester plus de fréquences, en fait. Donc ça, c'est pour la transformation de Fourier discrète. Et évidemment, chaque fois, il y a les inverses. Toutes les formules ont leur inverse. C'est des formules réversibles. Hein. Donc on décompose, mais après on peut recomposer. Ce qui est indispensable pour notre traitement de signal, parce qu'en plus on doit le décomposer pour faire des opérations, mais après on doit le recomposer pour avoir de nouveau le signal pour pouvoir le jouer. Donc ici, l'inverse de la transformation de Fourier discrète, c'est 1 sur n, la somme. Donc là, c'est les coefficients qu'on a calculés au-dessus. Et là, on a 2 i pi n k sur n. C'est pratiquement la même formule, sauf qu'il n'y a pas le moins. Apparemment, on n'a pas besoin de là dans l'autre sens. On utilise les coefficients ici. Et ici, on fait une moyenne en gros. Voilà. Fréquence d'échantillonnage et interpolation. On a donc n points pour analyser le spectre. Et puis, intéressant d'augmenter ce nombre de points
Pour augmenter la précision spectrale, oui, forcément, plus on a des points, plus on est précis. Donc ça, c'est le transformée de Fourier discrète. Cette transformée, c'est celle qui est utilisée en général, je pense, dans tout ce qui est traitement de signal numérique, mais pas dans cette forme-là précisément, parce qu'elle est trop lente à calculer. En gros, enfin, il y a moyen d'optimiser le temps de calcul, parce que si vous voyez le temps de calcul, c'est quoi? La complexité de cet algorithme, si on le faisait, c'est n au carré. C'est n au carré. Pourquoi? Parce que si on a 10 échantillons, on doit faire donc ici une boucle pour calculer les 10 coefficients. Et dans chaque coefficient, on doit faire une somme de 10 nombres qu'on calcule comme ceci. Donc on doit faire une boucle ici de 10 et encore une boucle ici de 10. Donc une boucle de n ici, une boucle de n à l'intérieur imbriquée. Donc ça fait n au carré, la complexité. Maintenant, il y a moyen, il y a des gens qui ont trouvé un algorithme pour être beaucoup plus rapide. En fait, ça calcule exactement la même chose, transformation de Fourier discrète, mais de façon plus rapide, en gros. Donc c'est la FFT, ça s'appelle Fast Fourier Transform. Et la complexité, elle passe en n log n en général. Donc on est beaucoup plus performant que sur du n carré. Vous voyez, l'algorithme naïf, l'algorithme de base est en n carré. Donc si on a n qui a 1024, si on a 1024 échantillons à calculer les coefficients, eh bien le temps de calcul peut être 100 fois plus court en FFT qu'en traditionnel, qu'en DFT. Petite histoire, ça c'est deux gars qui l'ont trouvé en 65 pour une histoire de traitement de signal pour savoir pour analyser des signaux sismiques en fait, pour savoir si quand les sismographes détectaient des ondes, si c'était des tremblements de terre ou si c'était des explosions de bombes. Pour savoir exactement, on pouvait savoir exactement localiser l'explosion de la bombe. Pour ça, il fallait analyser le signal, le décomposer, et ils connaissaient déjà la transformée de Fourier classique, mais il fallait trouver une autre façon de faire parce que les ordinateurs étaient trop lents. On n'aurait pas pu calculer des transformées de Fourier classiques à l'époque et ça aurait été trop long à calculer. Donc ils ont inventé un autre algorithme. Mais après, on s'est rendu compte beaucoup plus tard que, en fait, il y a Carl Friedrich Gauss, mathématicien qui est né en 1777, qui avait déjà découvert cette transformée de Fourier et la façon rapide en plus en 1805. Parce que lui, il utilisait les planètes en gros les rotations des planètes, tout ça. Et il a utilisé ça pour... donc il a inventé la transformée de Fourier avant Joseph Fourier, et la transformée de Fourier rapide en plus. Et il l'a même pas publié. C'était juste un outil pour lui calculer les rotations des planètes, il l'a même pas publié. C'est un des algorithmes les plus importants du 21e siècle, et le gars l'avait trouvé avant, il l'a même pas publié. C'est quand même incroyable. Enfin, soit. Donc, le but, la différence avec la transformée de Fourier normale, discrète normale, c'est que n doit être une puissance de 2, et on va diviser donc ces échantillons, on va prendre les valeurs paires, donc à 0, donc l'échantillon 0, l'échantillon à 2, l'échantillon à 4, à l'index 0, 2, 4, 6, 8, donc tous les pairs, et un autre, on va diviser ça, et l'autre partie, donc ça tous les nombres impairs, donc l'échantillon à 1, à 3, à 5, à 7. Et on va appliquer la FFT sur ces échantillons-là, et puis on s'allait les regrouper ensemble, et en fait on gagne un rapport de 2, en fait, on est 2 fois plus rapide en faisant ça. Et le truc, c'est qu'on peut donc on a divisé cette partie en 2, on peut les diviser en 2. On peut on peut faire ça de façon récursive jusqu'à arriver à n égale 2. Et à chaque fois, donc, on gagne, un rapport de 2.
Donc si on est sur un échantillon de 4, je pense qu'on pourra gagner un rapport de 2. Mais si on est sur un échantillon de 8, on gagne un rapport de 3 parce qu'on divise par 2. Et puis on divise encore par 2. En fait, on est sur du log n, quoi. Donc si on est sur du 1024, eh ben on a un rapport de 10 parce que 1024 c'est 2 exposant 10. On est 10 fois plus rapide. Et donc l'algorithme se compose ainsi. Et le truc, le problème, c'est qu'on va dire, ouais, mais si notre n ne vaut pas une puissance de 2 comme on fait, si par exemple j'ai 700 échantillons, et donc la prochaine puissance de 2 qui s'approche est 1024, comment je fais pour... je peux pas utiliser la FFT alors? Bon, on peut l'utiliser, il faut juste rajouter des zéros. On rajoute tous les échantillons égale 0 pour augmenter notre 700 à 1024, donc on rajoute 324 échantillons de 0 à la fin, et on calcule après avec une FFT. Tout simplement. Ils vont pas, l'échantillon qu'on rajoute à 0, ils ne vont pas modifier le résultat. Je pense que c'était ainsi. On va regarder quand même. Vous voyez ici, on a tous les échantillons à traiter et on les a divisés en deux DFT avec les pairs et les impairs. Et en gros, après, on sait les reconstituer en faisant ces opérations-là pour récupérer le signal correct. Et c'est cette partie-là, on peut quand la diviser en deux. On peut refaire exactement ce schéma-là sur cette partie-là et pareil sur cette partie-là. Je pense juste que pour les impairs, il y a une opération inverse à faire, mais bon, soit ça change rien. Au final, on gagne, en faisant une fois ça, on gagne, on est 2 fois plus rapide. Comment? C'était très mal expliqué. Je suis pas mathématicien, mais bon. Je vais vous mettre des liens. J'avais vu des vidéos il y a longtemps sur les transformés de Fourier. C'était des vidéos en anglais, mais elles sont bien expliquées. On voit bien, il y a des belles animations qui expliquent bien comment ça fonctionne, comment comment on décompose le signal, tout ça. Ils parlent pas trop des formules en eux-mêmes, mais ils expliquent la théorie derrière. Je pense qu'il y a une vidéo aussi qui parle vraiment de la formule. Donc c'est très intéressant de les regarder. Je les regarderai encore aussi pour rafraîchir la mémoire un peu plus. Mais de toute façon, comment on va essayer de trouver une documentation MP3 qui va nous donner la formule qu'on doit appliquer, quoi. Donc limite, même si on sait pas ce que fait la formule, on aura qu'à l'appliquer pour reconstituer notre signal. Mais bon, c'est toujours bien de savoir quand même ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même s'intéresser à ça. Mais j'essaie de trouver des informations de MP3 où on aura vraiment la formule exacte appliquée. Parce que en plus, je pense que au niveau du MP3, ce n'est pas une transformation de Fourier discrète, mais c'est une transformation en cosinus. C'est légèrement différent, vous voyez, c'est encore autre chose. Là, on parle plus d'une DFT, mais d'une DCT. Et c'est une transformation proche de la transformation de Fourier discrète. Mais ça utilise des cosinus plutôt que des coefficients réels. Apparemment, il y a plusieurs types de DCT. Je sais même pas c'est laquelle qu'on doit appliquer pour le MP3. Je pense qu'il y a les deux dans le MP3, parce qu'il parlait de FFT, de DCT, MDCT, et en plus c'était une MDCT, c'était une DCT modifiée. Donc, mais je pense que c'est approximativement le même style de raisonnement. Donc, on va pas commencer à analyser ça en détail, parce qu'en plus c'est une modifiée, donc je sais même pas c'est laquelle qu'il faut prendre. Je trouverai une information pour le décodage du MP3 avec la formule dedans. Et on appliquera cette formule. Et on saura que ce sera plus ou moins cette transformation qu'on fait en gros. La transformation de Fourier discrète. Rapide, en fait, elle sera rapide. Enfin, je sais même pas si la DCT, on peut la faire en rapide. Ça, je sais pas vous dire. J'imagine que oui, mais bon, je suis pas certain. Mais en gros, la théorie derrière, c'est ça. Je pense que c'est le fait d'appliquer on lance une fréquence, on vérifie les points à quelle distance ils sont,
Si les points sont vraiment proches, ben, on a une valeur élevée, on somme toutes ces valeurs-là. Et si la valeur est très élevée au final, ben, ça veut dire que cette fréquence touche beaucoup de points, si pas tous les points de l'échantillon, et donc c'est forcément une composante du signal de base. Et c'est comme ça que ça fonctionne, je pense. Donc voilà. Pour la prochaine vidéo, je vais essayer de trouver une information sur le MP3, et on va commencer à rentrer vraiment dans le. On a vu le header d'une frame. Là, on va commencer à voir vraiment le format des données. Donc, j'imagine ces coefficients de la DCD, de la DCT, les, les valeurs en Huffman, qui sont codées en Huffman. Tout ça, on va commencer à voir comment c'est constitué vraiment les données en allemand. Voilà. Voilà. Donc j'ai trouvé des documents un peu plus poussés sur le MP3. Ici, je mettrai les liens en description. Juste avant, je voudrais revenir un peu sur ce que j'ai dit sur la transformée de Fourier discrète. Apparemment, donc j'ai revu des vidéos que je vais mettre en lien de la vidéo ici, sur les transformées de Fourier, avec l'animation, tout ça que je vous avais parlé, et apparemment, je vous ai parlé du signe moins ici pour dire que c'était juste une convention tournée dans le sens horlogique. C'est un peu plus complexe que ça, ça sert surtout, je sais pas comment expliquer ça ici, mais ça sert plus qu'à ça. Et je vous mettrai les liens de la vidéo en description, et vous pourrez vous faire une idée de savoir pourquoi le moins est important. Les vidéos sont très bien expliquées, donc je vais pas réexpliquer ce que la vidéo dit. On va juste faire un exemple en fait. Je vais prendre ici, j'ai vu qu'il y avait voilà, un exemple de signal, voilà. Donc on a S0 égale 2, S1 égale 4, S2 égale moins 1, donc c'est le signal qu'on a échantillonné. Et puis après S3 égale 3, et puis S4 égale 2 égale S0. Donc après on revient à... Donc c'est un signal qui se répète. Donc en gros les quatre valeurs c'est ça. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le bloc-notes, on va les noter ici. 2, 4, moins 1 et 3, voilà. Et on va calculer la transformée de Fourier discrète de ce signal. Donc le signal a 4 échantillons, ici 4. Le signal S c'est ça entier, S0 donc c'est 2, S1 c'est 4, S2 c'est moins 1 et S3 c'est 3. On va calculer donc les coefficients. On va commencer par, donc K c'est aussi de 0 à 4, 1, 1, 0, 1, 2, 3. On va calculer S, donc grand S de 0, cal. Et donc là, ce qu'on doit faire, on doit parcourir on doit faire la somme de toute cette formule-là. Pour n, petit n valant 0 jusqu'à n-1. Donc le petit s, c'est le signal ici. On va commencer par S0. Donc S0, c'est 2. 2 fois E moins 2 I, c'est l'exposant, mais bon, je sais pas l'indiquer ici. Pi, je le présente par un P. K qui vaut 0, ce qu'on est sur du S0. Donc le K, c'est le 0 ici. Donc 0. N, petit n vaut 0 aussi sur 4, le nombre d'échantillons. Bon, ici, 0 sur 4, ça fait 0. 0 fois 0, ça fait 0. Donc tout ça, ça fait 0. Et donc, dont E exposant 0, n'importe quel nombre exposant 0, ça fait 1. Donc on se retrouve avec du 1 ici. Donc 2 fois 1, ça fait 2. Ok. Donc on a notre premier calcul ici, c'est pour n égale 0, ça vaut 2. Puis on passe à n égale 1. Donc n égale 1, on prend le signal 1, donc c'est 4. 4 fois E moins 2 I pi K qui vaut toujours 0, N il vaut maintenant 1, et grand N toujours 4. Bon, ici vous voyez comme K vaut 0, ça va valoir toujours 0. Et donc E exposant 0 va toujours valoir 1, et donc on multiplie toujours notre nombre par 1, autrement dit on prend notre nombre tel quel. Donc autrement dit, pour
k égale 0, on peut simplement recopier plus ici, donc moins 1, plus 3, vous voyez? Il suffit de reprendre les 4 chiffres là et de les recopier parce que toute notre multiplication et tout ce calcul-là qui multiplie notre signal vaut 1, puisque k vaut 0. Et donc l'exposant vaut 0, et exposant 0, ça vaut 1. Donc ici, on peut simplifier ainsi. Donc 2 plus 4, ça fait 6, moins 1, ça fait 5, plus 3, ça fait 8. Ok, commencer ainsi. Maintenant, on va passer à S1, le coefficient numéro 1. Donc on recommence, hein. Donc le signal n, on recommence à 0, donc c'est 2, fois E moins 2 I pi k qui vaut maintenant 1, et n c'est toujours 0 sur 4, parce qu'on commence à nouveau à 0. Donc là ça refait 0, tout ça, ça refait 0, donc on est de nouveau à 0, donc 2 fois 1, parce que 2 fois e exposant 0 ça fait 1, enfin 2 fois 1, et donc ça devient 2. Donc on continue. Par contre ici maintenant on sera plus annulé, ça devient un peu plus compliqué, pourquoi? Parce que maintenant on est sur S1, donc on prend le 4, on fait fois, donc E moins 2 I pi, k qui vaut 1, et n il vaut 1 sur 4. Vous voyez, là, il n'y a plus de 0, donc on va devoir calculer un peu. Le 2 ici, on peut le simplifier avec le 4 là, ça fait 1 demi. Ok, 1 fois 1 demi, ça fait 1 demi. Donc on est sur du moins i pi demi. Moins i pi demi, si on reprend notre formule de l'air pour visualiser le tableau, enfin le cercle trigonométrique. Ici, vous voyez, on est sur du moins pi demi, donc pi c'est un moins pi c'est comme dans ce sens-là que là, et moins pi demi c'est jusque là. Donc on est sur du 0 en réel et du moins 1 en i, donc du moins i. Donc on est sur du moins i. On peut tout simplifier par moins i, et c'est 4 fois moins i, donc c'est 4 moins 4i en gros. Voilà. C'est 4 fois moins i, donc ça fait moins 4i. Puis on continue, on passe à notre coefficient suivant, enfin notre signal suivant. On est sur du moins 1 fois, on a formule. Moins 1, donc e moins 2 i pi k qui vaut toujours 1. Et maintenant, on est sur du 2 sur 4. Pourquoi? Parce qu'on est à n égale 2. Donc 2 ici, avec le 2 là et le 4 là, ça s'annule. Donc il reste ça, 1, ça, c'est sorti. Est-ce que c'est multiplié? Donc on est sur du moins i pi. Moins i pi, comme on a vu, bah, c'est un tour ainsi dans le sens là, mais c'est toujours ici, quoi. Dans plus ou moins, ça revient en même ici. On est ici, donc on est sur du moins 1 réel et 0 en imaginaire. Donc on est sur du moins 1, tout simplement. Donc on est sur du moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1, ben, ça fait 1. Donc on est sur du 1 ici. Et la dernière valeur, c'est 3. 3 fois E moins 2 I pi k qui vaut toujours 1 et n qui vaut 3 sur 4. Donc là, on peut simplifier le moins 2 avec ici, ça fait voilà 3 demi. Moins pi 3 moins i pi 3 demi. Ça fait quoi? Donc on part ici, ça fait moins 1 pi demi, moins 2 pi demi, moins 3 pi demi. C'est ici. Donc on est sur du 0 réel et du 1 imaginaire. Donc on est sur du i. Donc c'est 3 fois i, c'est 3i. Voilà. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait? On va regrouper les 2 et les 1 ensemble, ça fait 3, parce que 2 plus 1, ça fait 3. Voilà. 3 plus. Et ici, on est sur du moins 4i plus 3i, donc on est sur du moins i. Parce que moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Donc moins i. Voilà. Le coefficient 1, c'est moins 3 moins i. Pardon. On va passer à S2. On doit recommencer tout le calcul. Donc on sait bien que comme le premier n est à 0, notre coefficient sur E est à 0, donc ça fait 1, donc on peut prendre le chiffre 2 tout simplement. Comme d'habitude. Ce sera toujours 2 au début. Puis après, on part sur du 4 fois E moins 2i pi, k qui vaut maintenant 2, et n qui vaut 1 sur 4. Pardon. 1 sur 4. Je vais séparer ainsi. Donc on peut prendre le 2 là avec le 2 là,
et retirer le 4 là, donc 1, donc ça fait ça simplifie. Donc on est sur du moins IP qui, on rappelle, c'est ça ici. Donc on est sur du moins 1 réel. Moins 1 réel. Donc 4 fois moins 1, donc ça fait moins 4. Donc on est sur du moins 4. Puis plus, on passe au coefficient suivant, on est sur du moins 1 fois E moins 2 I pi K qui vaut 2 et N qui vaut 2 sur 4. Pardon, j'ai encore fait l'erreur. Voilà. Donc on peut simplifier les deux là et deux là avec le 4 là, ça s'annule. Donc on est sur du moins 2 I pi. Donc, moins 2 pi, on est ici. Pardon. Pi, on est là. Moins pi, on est là. Et moins 2 pi, on revient à ici. On fait un tour complet, donc sur moins ou plus, ça change rien. Donc on est sur du 1 réel et du 0 imaginaire. Donc on est sur du 1. Donc tout ça, ça simplifie en 1. Donc moins 1 fois 1, bah, ça fait moins 1. Donc on est sur du moins 1 ici. Plus le dernier coefficient, fait 3 fois E moins 2 I pi K qui vaut toujours 2. Et notre coefficient qui vaut 3 quarts, Kn, pardon, N sur N, 3 sur 4. On peut simplifier le 4, le 2 ici avec le 4, ça reste 3. Donc on est sur du moins, sur du E exposant moins I pi fois 3. Donc pi fois 3 c'est quoi? C'est 1, 2 on fait un tour et 3 on revient en arrière. Donc on est de nouveau sur du moins 1 réel. Moins 1 réel. Donc tout ça, ça se fait en moins 1 et 3 fois moins 1, ben, ça fait moins 3. Ok. Donc là on est sur du quoi? On est sur du 2 moins 4, ça fait moins 2. Moins 1 fait moins 3. Moins 3 ça fait moins 6. Normalement on est sur du moins 6. Et S de 3 égale, on a toujours notre premier coefficient qui vaut 2, parce qu'on rappelle, le premier n ici est égal à 0, donc E exposant 0 ça fait 1, et donc 2, le premier signal à prendre c'est 2, 2 fois 1, 2. On passe au truc suivant, donc 4 fois E moins 2 I pi K qui vaut 3 maintenant, hein, c'est le dernier coefficient qu'on calcule, c'est S3 ici, le 3 ici, et n vaut 1, parce qu'on prend le deuxième ici, donc 0, 1, deuxième échantillon, divisé en 4 le nombre total. Donc on est sur du, on peut faire ça, hop, hop, et on simplifie ainsi. Voilà, on est sur du pi 3 demi, moins pi 3 demi, on refait le test, moins 1 demi, moins 2 demi, moins 3 demi. On est sur ici, donc sur du 0 réel et du 1 imaginaire, enfin du 1 imaginaire, donc 1 i, donc i. Donc on est du sur 4 fois i, donc on est sur du 4i, voilà. Puis après on passe au suivant. On est sur du moins 1 maintenant. Je reprends ça. E moins 2 I pi K qui vaut 3, N qui vaut 2 sur 4. Maintenant, on peut simplifier le 2 quarts avec le 2 ici aussi. Donc on est sur du moins 3 pi I. Donc ici, moins 1, moins 2, moins 3. Donc on est sur du moins 1 réel, 0 imaginaire. On est sur du moins 1. Moins 1 fois moins 1, on est sur du 1. On fait plus 1 ici. Et le dernier coefficient, 3 fois donc E moins 2 I pi K qui vaut 3 et N qui vaut 3 sur 4. 3 sur 4, on peut simplifier le 3 quarts ici avec le moins 2. Et on est sur du 3 fois 3, on est sur du 9 demi. Pi 9 demi. Moins 9 demi. Donc, moins 1 demi, moins 2 demi, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9. Moins 9, on est ici en fait, on est en dessous. C'était comme si on avait du moins 1. Donc on est sur du moins i. 0, 0 réel, moins 1 imaginaire, on est sur du moins i. Moins i fois 3, donc on est sur du moins 3i. Je vais mettre moins 3 ici, voilà. Donc on est sur du 2 plus 1, bah, ça fait 3. 3 plus 4 moins 3i, bah, ça fait 1i, donc i. 3 plus i, voilà. Donc normalement, le résultat, donc les coefficients de Fourier pour ce signal-là, ce sont ces coefficients-là. On va vérifier ce qu'il y avait là, le résultat ici. Eux, ils ont fait qu'une matrice, mais bon, une matrice. Vous voyez, avec cette matrice-là, sur ce vecteur-là, on obtient 8, 3 moins i, moins 6, 3 plus i. Vous voyez, c'est là exactement la même chose. Donc, on a bien réussi à appliquer notre
formule de Fourier pour récupérer les coefficients. Bon, nous, ça va être l'inverse qu'on va devoir faire, parce que nous, on est en décodage, donc on va devoir utiliser cette formule ici, sur les coefficients, pour retrouver ces signaux-là. Voilà. Mais bon, c'est pas vraiment cette formule-là, hein. Ici, je vais vous montrer la formule exacte, c'est celle-ci. Parce que c'est une MDCT. Une IMDCT, donc c'est une transformée en cosinus discret, modifié, et on reprend l'inverse pour reconstituer le signal. Ouais, c'est pas vraiment le même, mais on voit bien que c'est du même style, quoi. On calcule aussi pour chaque signal, on prend on refait une boucle pour chaque coefficient, et là on lui applique le cosinus, pi sur du n fois du i. Ici, le i c'est pas le i imaginaire, hein, c'est le i de la boucle ici. Plus 1 sur n sur 2 sur du k, là c'est le coefficient ici, plus 1. Bon, la formule elle est pas tellement plus compliquée, je pense. Il y a plus de nombres de complexes, avec les parties imaginaires, les parties réelles, on est sur du réel. Voilà. Donc je voulais juste préciser ça. Et pour le moins, donc allez voir la vidéo, vous comprendrez pourquoi il y a le moins. C'est aussi pour tourner dans son sens logique, mais il y a une raison à cela, vous verrez dans la vidéo. Et voilà, si on a pu voir que quand on applique cette formule, bah ça fonctionne bien, on obtient bien ça. Eux, ils le font via une matrice. Cette matrice, faut voir comment ils l'ont trouvée. Apparemment, ici, c'est l'explication. Vous voyez, on part sur du Wn en 0 fois 0. Et ici, on avance. Donc, le coefficient de droite, on l'avance de 1 à chaque fois jusqu'à n-1. Là, c'est pareil, mais c'est votre coefficient jusqu'à n-1. Forcément, ici, sera toujours 0, parce qu'il y a toujours un 0 quelque part, un 0 à gauche ici, un 0 à droite là. Et donc, le Wn, c'est quoi? En fait, c'est E moins du pi sur n. Voilà. Donc, ces parties-là sont toujours égales à 0, donc ça sera toujours égal à 1. Puisque un exposant 0, bah, ça fait toujours 1, donc ici on est toujours égal à 1, comme vous voyez. Et ici, bah, après, on commence à calculer, hein, et apparemment, ça fait ça. Voilà. Pour n égale 2, ça fait ça. Parce qu'ici, évidemment, ça fait 0, ça fait 1, 1 ici. Et là, 1 fois 1 sur 2, donc ça fait 1 demi. Donc c'est du 2 moins du pi demi, donc moins pi. Moins pi, on a bien vu qu'on est du côté ici. En réel, on est à moins 1, et en imaginaire à 0, donc ça fait moins 1. Voilà. Et donc c'est ainsi qu'on retrouve, quoi. Ici, on est sur des demi, donc on est sur des parties imaginaires. On est sûrement sur des demi ici, demi là, et sur les trucs entiers, on est sur des moins 1 ou des 1. Et donc ça nous fait une matrice, évidemment qui dépend de n. Cette matrice qu'on la multiplie, et après pour multiplier un vecteur par une matrice, je sais plus c'est comment on fait exactement. Il y a une opération à faire, je sais plus exactement c'est laquelle, mais bon, on obtient ça, ce qu'on a fait nous-mêmes manuellement. C'est le même calcul. Voilà.